Et quelles conséquences politiques dans la région après la mort d'Idriss Déby? Pour analyser cela, nous sommes avec le journaliste Vincent Hugeux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, la mort d'Idriss Déby a suscité beaucoup d'émoi, on l'a vu, dans les différentes capitales africaines. Quelles peuvent être les conséquences politiques et géopolitiques même dans la région? Il y a très clairement une fragilisation virtuelle du dispositif anti-djihadiste. Car au fond, au-delà de l'engagement résolu, je dirais parfois implacable de l'armée tchadienne dans ce combat, eh bien, Idriss Déby lui-même, il incarnait cette volonté, ce volontarisme même. Il a d'ailleurs été salué en allié loyal, fidèle, aussi parfois ombrageux et encombrant. Et donc, on sent une inquiétude à la fois dans les pays voisins. Parlons simplement de ce fameux contingent, ce bataillon supplémentaire qui avait été envoyé en renfort en mars après 18 mois d'attente pour le Gourma malien. Imaginons, c'est une des craintes d'ailleurs de Paris, que tout ou partie de ces renforts soient rapatriés sur le Tchad parce qu'il y a une priorité sécuritaire intérieure du fait de la persistance d'un mouvement de rébellion qui menace la capitale, eh bien ce serait évidemment un vrai souci. Et également pour la France, qui serait donc furieusement dégarnie dans le nord du Mali, par exemple. Dans le nord du Mali. Alors, une douzaine de chefs d'État avaient fait le déplacement pour ces funérailles, parmi lesquels Emmanuel Macron, le chef de l'État français, qui est allié, vous venez de le rappeler, avec le Tchad dans la lutte anti-djihadiste. Il s'est engagé à rester du côté des nouvelles autorités tchadiennes. On l'écoute. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Vincent, le Tchad est à présent dirigé par une junte militaire, donc qui est dirigée par le fils Déby. Comment est-ce qu'on peut expliquer le soutien indéfectible de la France alors que l'opposition parle de coup d'État ? Je dirais que la France, à l'instant T, n'a pas vraiment le choix. C'est de fait un adoubement. Alors, il y a des nuances, c'est-à-dire que pour faire passer cette pilule-là, qui est effectivement amère, notamment pour les mouvances très actives de la société civile tchadienne, eh bien, on va demander, on va exiger de Mahamat Idriss qu'il amende cette fameuse charte de la transition qui lui donne en réalité les pleins pouvoirs. Alors, ça veut dire que la durée ne pourrait pas excéder les 18 mois envisagés. Ça voudrait dire, point beaucoup plus délicat, que les acteurs de cette transition ne pourraient pas être candidats à une hypothétique élection présidentielle future. Ça veut dire qu'il faut de l'inclusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Inclure qui et comment? On imagine mal les ténors de l'opposition classique tchadienne venir rallier cette junte, alors même qu'ils dénoncent, je les cite, un coup d'État institutionnel. Alors justement, parce que finalement, soutenir le nouveau pouvoir de N'Djamena, c'est quand même s'aliéner l'opposition, une partie de la société civile. Est-ce que c'est un pari raisonnable pour la France? C'est un pari qui me paraît très risqué. C'est-à-dire que moi, j'y vois une nouvelle illustration d'une sorte de schizophrénie de la France macronienne. Vous avez d'un côté l'énoncé de principes en rupture, transgressif. On va jusqu'à admonester tel chef d'État de la région parce que sa malgouvernance est le meilleur allié du recrutement djihadiste. Et puis, tirailler donc entre ces principes nobles et puis, je dirais, les impératifs de la réelle politique. Et je crois simplement que le en même temps, en géopolitique, ça tourne à vide. Et c'est un peu les limites de l'exercice macronien qui déroutent en plus les oppositions et les sociétés civiles. En quelques mots, on peut relever le deux poids deux mesures aussi avec le Mali. La situation était similaire. Il n'y a pas eu un soutien indéfectible de la junte militaire au Mali. La dissymétrie peut s'expliquer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex-président malien, IBK, n'est pas Idriss Déby. Et pour tout dire, c'est avec un lâche soulagement que la France a été le témoin de son éviction. Et puis je dirais que la CEDEAO n'est pas la CEAC. En clair, l'institution régionale ouest-africaine qui avait exigé des sanctions a beaucoup plus d'emprise politique qu'en Afrique centrale où son homologue, sa cousine en quelque sorte, est connue pour être quasiment moribonde. Bon, on a quand même une situation explosive, des rebelles qui promettent de marcher sur N'Djamena, qui sont à 300 km de la capitale. Quand Macron dit qu'il ne laissera pas tomber le Tchad, concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il va s'engager dans un conflit intérieur tchadien? Écoutez, le message n'est même pas subliminal, il est explicite. 2006, 2008, 2019... la France, y compris celle de Macron en février 2019, vole au secours du soldat Idriss Déby en pilonnant
au prix d'ailleurs d'un détournement de moyens de Barkhane, de moyens aériens, une colonne rebelle. Donc le message, il est parfaitement clair et il s'adresse au premier chef, aux rebelles eux-mêmes. En gros, pour le moment, on s'en tient, fourniture de renseignements, logistique, aide, conseil, mais si vous avancez trop près de N'Djamena, eh bien, il vous adviendra ce qui est advenu à vos prédécesseurs. Peut-être encore une question au sujet de la réaction des États-Unis qui appelait un retour de l'ordre constitutionnel au Tchad, l'Union africaine aussi dans des termes un peu plus sibyllins. La France a une position, les États-Unis ont une position quasiment à l'inverse. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences politiques? Bon, d'abord, je dirais que la logomachie américaine n'est pas très coercitive. C'est-à-dire qu'on énonce des principes très administration démocrate, mais en réalité, il n'y a pas de condamnation explicite de cette dévolution du pouvoir. Donc là, il y a une vraie limite. Et puis, sur le fond, même si les Américains restent engagés, notamment au Niger par exemple, ils considèrent qu'ils doivent déléguer la lutte contre le djihadisme aux Français pour des raisons, je dirais, historiques et stratégiques. Donc peu de risque d'affrontement franco-américain au Tchad. Peut-être une dernière question, Vincent. Le nouveau pouvoir a rassuré la communauté internationale sur son engagement pour la lutte anti-djihadiste au Sahel. En quelques mots, est-ce que les rebelles pourraient aussi être crédibles de ce côté-là? Est-ce qu'on peut s'interdire de penser que peut-être des pourparlers sont engagés entre la France et les rebelles, par exemple? Écoutez, si tout le monde fait son travail, à commencer par les diplomates, les professionnels du renseignement et les militaires, oui, il y a des canaux. Et au-delà de ce message que j'évoquais à l'instant et que j'ai tenté de décrypter avec vous, je suis persuadé, le contraire serait plutôt préoccupant, qu'il y a effectivement des canaux, ne serait-ce que pour lire ce que sera la stratégie après la pause qui a été annoncée pendant cette période de deuil, et puis ensuite pour, sans doute, du côté des rebelles, faire passer le message suivant, mais rassurez-vous, si nous arrivons à N'Djamena, ce qu'à Dieu ne plaise, eh bien, nous continuerons, nous persisterons dans cet engagement résolu contre l'hydre djihadiste. Contrairement à ce que disent les autorités d'aujourd'hui, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des Tchadiens, et donc n'oublions pas que la dévolution classique du pouvoir au Tchad depuis les années 70, c'est la colonne rebelle qui fond depuis le Darfour soudanais ou le sud de la Libye. Merci beaucoup Vincent Hugeux, journaliste, enseignant, auteur de cet ouvrage, Tyran d'Afrique. Merci à vous. Et puis sachez que vous pouvez retrouver une page spéciale consacrée aux conséquences politiques de la mort d'Idriss Déby, que vous pouvez retrouver donc sur notre site internet.